J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ben voilà, je m'appelle Max Cabane. Je suis né à Béziers en 1947, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Je dessine depuis toujours, pratiquement, depuis ma plus petite enfance. Je suis né dans une famille de dessinateurs, non pas de métier, mais des dessinateurs par amour, quoi. Voilà. J'ai toujours vu mon père dessiner, mon frère aîné dessiner, et tout naturellement, j'ai été dans un bain de dessin comme ça, et ça ne m'a jamais quitté. Avant Pilote, j'ai travaillé au journal Record, qui était un journal très très bien fait par Bayard Presse, l'éditeur Bayard Presse, dans les années 70, début des années 70. Et c'est là que le rédacteur en chef de ce journal m'avait vraiment ouvert les portes de Pilote, car il était très ami avec René Goscinny à l'époque. Et c'est lui qui avait parlé à René Goscinny de mon travail. Voilà. Donc c'est comme ça que j'avais été embauché assez rapidement, avec une chance incroyable, quoi. Voilà, à l'époque, c'était en 71, je pense. Mon tout premier début dans le grand journal Pilote avec l'équipe de René Goscinny. La série Dans les villages, c'est quelque chose qui est venu d'une façon assez incroyable, parce qu'à l'époque, au journal Pilote, il y avait un gars qui s'appelait Pradal, qui était le bras droit de René Goscinny. Bon, c'était un rédacteur en chef adjoint. Et ce gars, un jour, m'avait donné un rendez-vous dans son bureau pour m'expliquer que les petites histoires courtes que je faisais à l'époque, de 3 pages, 4 pages, leur plaisaient beaucoup. Et moi, je devais être un petit mec curieux à l'époque, parce que j'étais rentré chez moi et j'étais désolé qu'il m'ait dit ça, quoi. Je me disais, si ce mec me dit que mes histoires lui plaisent beaucoup, c'est que mes histoires ne sont pas bonnes. Parce qu'en fait, j'appréciais pas du tout ce gars, quoi. Et donc, par un effet de prendre le pied contraire, quoi, je m'étais dit, bon, il faut absolument que je cherche quelque chose qui ne soit pas du tout dans la veine de ce qu'il demande. C'était assez fou, quoi, comme initiative. Et au bout de 2 mois, 3 mois de travail comme ça, de recherche, je m'étais dit, bon, finalement, pourquoi ne pas utiliser une sorte de... À l'époque, on ne parlait pas d'autofiction, mais en tout cas, je pense que ça y ressemblait. C'est-à-dire utiliser les éléments de l'imaginaire de l'enfant que j'avais été lorsque j'étais en vacances, pendant les 2 mois de vacances scolaires, dans une ferme viticole dans la région de Béziers. J'étais le seul môme, j'étais livré à moi-même au milieu des adultes. Donc, je pouvais regarder le travail des adultes, et en fait, je m'ennuyais terriblement. Une fois que j'avais vu 10 fois comment on foulait le raisin après les vendanges, et ainsi de suite, juste avant la rentrée scolaire, j'étais livré à moi-même par les chemins, par les vignes, tout ça. Et donc je me suis souvenu que j'avais une espèce de petit bestiaire dans la tête, qui me trottait dans la tête. J'imaginais des petits animaux, tout ça. J'allais chasser les écureuils, c'était pas très écolo, hein. Mais j'avais imaginé un petit bestiaire comme ça. Donc il n'était pas tel que je les ai figurés ensuite dans l'histoire des villages, mais en tout cas, c'était la matrice, on va dire. Et donc, je me suis dit finalement, cette espèce de mythologie de l'enfance, ça devrait pouvoir donner quelque chose d'intéressant, parce que j'ai décidé de le traiter de façon presque auto-analytique en même temps. C'est-à-dire que je me posais la question de l'imaginaire ludique qui interfère avec la profondeur de l'être de l'enfant que j'étais, quoi. Voilà. Et du coup, qui était quelque chose qui devait être très comme un passage obligé, quoi, pour moi, pour mûrir, pour grandir,
à la fois de représenter l'espèce de folie que ça représente, parce que ces histoires sont complètement folles, quoi, on peut dire, dans le sens la folie de l'imaginaire d'un enfant qui en apparence n'a rien à voir avec le réel, mais qui, traité de cette façon, justement, rendent compte du réel, quoi, vraiment. Voilà, ça c'est l'origine de la série Dans le village. Voilà. Et donc je suis parti là-dessus, j'ai présenté ça, si je me souviens bien, ça a commencé dans un petit journal qui avait été fondé par Jean-Marc Leroux, Régis Loisel, qui faisait ses premiers boulots à l'époque, Taffin, Serge Le Tendre, qui avait décidé de monter un petit journal dans lequel j'avais pu proposer ce début d'histoire, comme ça, ce début de série. Donc j'avais fait le premier épisode dans ce journal qui s'appelait Tous au bourrin. Et ensuite, ça avait été repéré par Jean-Jacques Loup, qui était dessinateur de presse aussi, qui bossait à l'époque au Fluide Glacial avec Gottlieb. Donc, il m'avait contacté pour me demander si je voulais bien continuer cette histoire pour le Fluide Glacial. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont tournantes, peut-être c'est pas le mot tout à fait juste, mais je dirais plutôt que ça m'a vraiment enrichi à ce moment-là. C'est-à-dire que Jean-Claude Forest, ne pouvait pas laisser quelqu'un indifférent, c'était impossible. C'était une très forte personnalité, c'était quelqu'un qui avait une aura, quelque chose d'un peu assez mystérieux pour nous tous, jeunes auteurs, quoi. Déjà, de toute façon, dans son travail, de par son travail, c'est quelqu'un qui avait une approche narrative en bande dessinée. Je ne vois pas de point de départ de ça. J'ai l'impression que c'était vraiment totalement comme un artefact dans la bande dessinée Forest. Et donc, je ne pouvais être qu'impressionné. Et en fait, ma rencontre avec lui, humainement, n'a fait que confirmer ça. C'est-à-dire, je suis resté vraiment totalement, redevable de l'esprit, de ce que m'a insufflé Forest à ce moment-là, quand même. Alors, c'était pas à la fois un tournant parce que j'espère et je pense que j'ai gardé quand même mon intégrité mentale par rapport à lui, mais en tout cas, ça m'a énormément enrichi. J'ai vu ce que c'était qu'un esprit cultivé, perçant, simple en même temps, sobre, direct, c'était une sorte d'intellectuel artisan. Voilà, ça j'adore, quoi. Pour moi, c'est ce qui fait la force de l'individu. Une façon de voir la vie avec une pensée forte, toujours en évolution, et en même temps sans jamais mépriser qui que ce soit, quelle que soit la personne qu'on a en face. Ça, c'était Forest. Mais il pouvait être dur d'ailleurs, hein. Mais il pouvait être dur avec lui-même aussi. Si j'étais orgueilleux, j'aurais qu'à avoir des regrets de ce succès, parce que finalement, ce succès, d'un point de vue strictement matériel, ne m'a rien apporté, rien, que dalle, zéro. C'est même à un moment donné, lorsque j'ai eu le Grand Prix à l'époque, ça m'a plutôt plombé. Matériellement parlant, ça m'a plombé complètement. Et si c'était à refaire, j'aimerais pas le refaire dans ces conditions en tout cas. Je pense que ça a changé depuis pour les gens qui ont le Grand Prix maintenant. Je pense que ça se passe, j'espère que ça se passe mieux pour eux. Ensuite, par contre, moralement, ce qui était bien, c'est quand même de savoir que ce sont vos pairs qui vous donnent le prix. Ça, par contre, ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque. J'étais dans une période un petit peu de questionnement. Ça m'a beaucoup aidé. Mentalement, ça m'a aidé. Et puis ensuite, il faut oublier tout ça parce que sinon on s'en sort plus, quoi. C'est pas... Le succès, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein. De toute façon, encore une fois, rien dans ma carrière ne justifie que j'ai reçu un jour ce Grand Prix, quoi. Je suis un auteur comme un autre, hein, franchement.
Les gens ne me reconnaissent pas dans la rue, heureusement. Lorsque je pense à l'adaptation que je fais avec Doug, Headline de son père, de Manchette, je me dis que Jean-Patrick Manchette, c'était non seulement un auteur de romans noirs et de polar, mais surtout un écrivain, tout court. Voilà, c'est un grand écrivain. Voilà. Je le mets dans la catégorie grand écrivain. Je ne peux pas dire mieux, c'est plus qu'un écrivain de romans noirs. Avant que Doug me propose d'adapter avec lui le travail de son père, je ne connaissais pas du tout, je ne le connaissais que de réputation. Je connaissais ce qu'avait fait Tardy avec lui, je n'avais jamais lu un roman de Manchette. Donc je pouvais même pas dire, je savais qu'il avait une aura redoutable dans le sens fort du terme, dans le bon sens du terme, quoi. Je savais que c'était un personnage incontournable déjà, et en même temps, oui, assez redoutable, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait être frontal aussi, un petit peu très cultivé, très érudit. Donc c'est pas des choses lorsqu'on est jeune, quoi, qui sont rassurantes a priori comme ça. Donc je connaissais cette image. Et puis après là, j'ai appris vraiment à l'aimer et à voir autre chose que ça, le plus simplement possible. Parce que soit là il n'y a pas 36 façons de faire. C'est-à-dire soit on se dit que l'œuvre de Manchette est tellement dense, tellement entière qu'on ne peut... la première chose qu'on pense lorsqu'on lit Manchette, c'est qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Donc on est bien dans la merde quand on a dit ça. Et finalement, j'ai opté pour la facilité. Et qu'est-ce que c'est la facilité pour adapter Manchette? C'est de se mettre dans la peau d'un lecteur de base, d'oublier qu'on est dessinateur, d'oublier la technique et de tout faire pour restituer la sensibilité du lecteur comme qu'on est, du lecteur de Manchette. Donc j'ai lu Manchette 5 fois, 6 fois, 10 fois, en prenant des notes avec ma mine de plomb et en essayant chaque fois que j'avais un sentiment fort dans ma lecture, de marquer ces moments. Voilà. Et petit à petit d'affiner ces notes jusqu'à pouvoir enfin commencer à traduire tous ces sentiments, quoi. Et à essayer de restituer la spontanéité de ces sentiments de lecteur. C'est tout. De ne pas essayer de changer quoi que ce soit dans le texte, sauf de choisir bien sûr, mais pas de rajouter, pas d'égotisme. Non, là je peux pas, une fois que le travail est lâché, qui est-ce qui peut dire ce que ça va donner, quoi, comment ça va être reçu? C'est impossible, personne ne peut dire ça. Donc, la seule chose, c'est que je sais que je mets tout ce que je peux pour traduire vraiment avec force ces sentiments dont je parlais. Il faut absolument que je les traduise au plus fort, quoi, et que je ne puisse pas me dire que j'ai des regrets après avoir accompli le travail. Donc la seule chose, c'est que j'espère que ça va être perçu à la hauteur de l'attention que j'ai portée. Ensuite, c'est évident qu'il y a certainement, on peut faire toutes les critiques ensuite là-dessus, c'est normal. Disons qu'à la limite, j'ai pas peur des critiques après, quoi. Mais par contre, je suis incapable de dire la portée que mon travail peut avoir, j'en sais rien. Là, je suis en train de démarrer la 4e. Donc j'ai fait La Princesse du Sang avec Doug. Ensuite, Fatal, toujours avec Doug. On vient de faire Nada ensemble aussi. Et là, on démarre ensemble Morgue Pleine, voilà, qui est une tentative qu'avait fait Manchette une sorte d'exercice de style sur un détective privé, qui s'appelle Tarpon. Voilà. J'ai fait une vingtaine de planches. Oh oui, j'ai des choses qui traînent dans la tête comme ça, qui passent. Mais qui sont vraiment à l'état d'embryon. Sinon, pour les villages, j'ai beaucoup de matière déjà prête depuis très longtemps. Et pour des raisons de péripéties éditoriales, pour le moment, j'ai pas encore trouvé
le moment de continuer les villages, quoi. Mais j'espère que ça viendra. Oui, 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 oui. Probable, pas certain. J'allais dire la trappe-cœur de Salinger. Mais en même temps, je suis peut-être un petit peu amené à dire ça par le côté mythique du personnage. Mais peut-être plutôt Flannery O'Connor, qui était une femme, donc, comme son nom l'indique, qui était un grand écrivain américain, qui est morte très tôt, à l'âge de 44 ans, je crois, qui a écrit des choses pour moi vraiment époustouflantes, quoi, vraiment remarquables. Et qui était un être, une personnalité très singulière, très étonnante. Une femme qui a vécu toute sa vie plus ou moins dans la maladie, donc qui a presque pas voyagé, et on avait l'impression, à travers ce qu'elle a écrit, qu'elle connaissait le monde vraiment comme personne d'autre, avec une acuité incroyable. Voilà, ça c'est une personnalité, une écrivaine que j'admire énormément. J'aurais aimé circuler dans les méandres de son cerveau, oui, c'est sûr.